Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais ouvrir cette session dont le sujet est comment gérer efficacement la coexistence du papier et du numérique. Je me permettrai de faire une courte introduction et je présenterai ensuite les interventions de M. Ludovic Partica et M. Jérôme Mandiela. Alors, juste pour démarrer, je vous propose de réserver vos questions, de les noter, d'y réfléchir pendant les interventions, de façon que nous puissions à la fin réserver 10 minutes, un quart d'heure, de façon à pouvoir y répondre, lancer aussi peut-être quelque part un tout petit peu le débat. Vous êtes extrêmement nombreux et je vous en remercie. Donc on fera des mini-débats, mais probablement fort instructifs. Alors, juste en guise d'introduction, une courte présentation de Groupe Cerda que je représente. Groupe Cerda, c'est d'abord un magazine que vous connaissez, que vous reconnaissez, qui s'appelle Archimag et dont le journal du salon est à disposition à l'entrée. Des numéros sont aussi disponibles un peu partout et le département formation complète cet apport d'informations et il y a le département laboratoire de recherche et développement qui s'appelle Cerda Lab, dont sont tirés un certain nombre de données chiffrées sur le marché, et enfin le département conseil pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'assistance à maîtrise d'œuvre en termes de grands projets. Alors, d'abord, tout simplement quelques questions. Première question, c'est la gestion du papier et du numérique doivent-ils encore coexister? Depuis 10 ans, voire 20 ans, on dit zéro papier demain matin, zéro papier après-demain matin, zéro papier après-demain matin. Bon, aujourd'hui, on en a encore à gérer. Et aujourd'hui, il faut se faire effectivement une raison, c'est comment on gère de manière parallèle ces différents supports. Deuxième élément, est-ce qu'on gère de la même manière le papier et l'électronique, ou le papier seul, ou l'électronique seul? Donc ça va être une deuxième question à adresser. Troisième question, est-ce qu'il faut prévoir des solutions qui gèrent les deux supports en parallèle? Parce que jusqu'à maintenant, on a beaucoup vu des gestionnaires de papier, des gestionnaires électroniques, mais peu, c'est en train de se développer, des gestionnaires de papier et électronique parallélisés. Ensuite, quels sont les critères qui permettent aujourd'hui de supprimer le papier après numérisation? Donc ça, ce sont des vraies questions qui, aujourd'hui, c'est globalement résolu, mais il y a un certain nombre de cas qu'il faut bien analyser, juridiquement parlant et techniquement aussi, et normativement évidemment. Et enfin, il y a une spécificité précise que possèdent les archives patrimoniales, les archives historiques, dans la mesure où les documents papier sur support papier qui sont relativement fragiles sont évidemment à conserver aussi et non pas nécessairement à détruire. Alors, avant, je vous en reparlerai. Quelques clés au niveau d'une approche de gouvernance, parce qu'on parle beaucoup de gouvernance documentaire. Pour avoir une gouvernance documentaire, il faut avoir une approche d'abord un peu conceptuelle. Aujourd'hui, il y a des normes qui répondent, des normes ISO, qui sont la 30300, qui sont les normes 14641 pour l'archivage électronique. Et donc, ce que je vous livre là, c'est une vision partagée par la plupart des experts en normalisation ISO, qui sont d'une part le premier élément qui correspond à la gestion des documents d'entreprise, c'est-à-dire le record management. Et donc là, on est en papier ou en électronique. Le problème ne se pose pas parce que la norme spécifie bien que c'est l'un et l'autre, et pas l'un ou l'autre. Donc depuis la création du document, depuis la conception d'un document natif en Word, jusqu'à la fin de ce qu'on appelle l'utilité administrative et juridique dans l'entreprise. Après, on passe dans quelque chose qui est autre que record management, qui sont les archives définitives ou archives historiques. Ce qu'on voit en dessous, c'est que c'est la gestion électronique de documents, où on a un certain nombre de documents qui sont créés, modifiés, et donc pas nécessairement conservés, et pas nécessairement utiles dans le quotidien et après. Et donc là, c'est un peu différent du record management, mais c'est tout à fait recouvert par le record management.
Ensuite, le troisième champ, c'est l'archivage électronique. L'archivage électronique, là, c'est l'ensemble du champ et c'est exclusivement pour l'archivage des documents électroniques et ça couvre les archives vivantes, intermédiaires et historiques. Enfin, et je reviens un tout petit peu sur notre bon et vieux papier, il y a d'un côté le classement qu'on retrouve dans les bureaux. Et puis de l'autre côté, il y a un archivage papier qu'on retrouve dans des espaces un peu dédiés à archives. Donc le tout, il faut le gouverner, il faut l'archiver, il faut le documenter et il faut le mettre en œuvre. Voilà un peu ce rappel conceptuel dont on aura à reparler. Alors, quelques clés pour vous donner des éclairages, aussi tirés de cette étude de Cerdalab. D'abord, le marché général de la dématérialisation. On a terminé l'étude pas plus tard qu'avant-hier. Donc on est à 2,4 milliards en termes de chiffre d'affaires généré par la dématérialisation documentaire et avec une croissance cette année de 4%. Globalement, on devrait effectivement être à 10-15% dans les prochaines années jusqu'en 2015 à peu près. Donc arriver à 15% d'augmentation dans 3 ans ou 4 ans. Deuxième élément d'éclairage, c'est l'AIM. Alors l'AIM, c'est une association de providers, de vendors, hein, comme on les appelle, c'est-à-dire des fournisseurs de solutions aux États-Unis. Et donc ils affirment que 77% des factures sont imprimées pour être ensuite scannérisées. Donc là, il y a juste une espèce d'incohérence sur laquelle il faut qu'on constate, mais qu'il faudra effectivement s'interroger. Et le témoignage et les retours d'expérience seront extrêmement utiles. Deuxième élément, donc on vient d'en parler. Troisième élément, ce qu'on voit, parce que on parle toujours de l'augmentation du papier, là, aujourd'hui, il y a une vraie baisse en termes de documents papier produits et travaillés dans le cadre des activités d'une entreprise. Je ne parle pas des journaux et des magazines, parce que quand vous lisez la presse, il y a une baisse de consommation de papier, mais ça, c'est la crise de la presse, la crise des magazines, etc. Et ça, c'est quelque chose de réel. Mais si on prend uniquement les documents générés par les entreprises, ou les administrations, hein, évidemment, eh bien, il y a une division par 3 depuis 10 ans. Et ça, c'est clairement identifié chez les archiveurs, par exemple. Dernier élément. Et là, on voit qu'il y a une vraie problématique de numérisation, c'est-à-dire de transfert d'un document papier vers un document électronique. En 2011, il y a eu 23% d'augmentation du marché pour les solutions de reconnaissance automatique de documents, lecture automatique de documents, reconnaissance de caractères intelligents ou simples. Et donc, de ce fait, ces outils servent à transférer les documents papier sur des documents support électronique. Donc c'est une preuve que la dématérialisation est totalement en marche et que l'articulation papier vers électronique est en train de se déployer. Alors, juste pour m'arrêter et conclure, le 25 octobre de l'année dernière, c'était la première fois que l'AIM a lancé l'idée d'une journée du paper free, c'est-à-dire sans papier, d'une journée sans papier, sans manipulation, sans production, sans rien. Donc c'est le 25. Et donc il propose de fêter ce 25 octobre sur les prochaines années, à chaque fois pour marquer le coup en fait. Et le 24 octobre, c'est-à-dire la veille de l'année dernière, donc puisqu'on était en 2012, Iron Mountain, la société d'archivage bien connue, a produit le résultat d'une étude sous forme d'un communiqué de presse en disant uniquement 1% des entreprises ont réussi à ce jour à mettre quelque chose qui ressemble à du paperless en route. Alors, bon, vous voyez, le débat... La réponse du berger à la bergère, le débat est lancé, mais de toute façon, il ne devrait pas s'arrêter. Mais en tout cas, à mon sens, et les chiffres sont là pour ça, la manœuvre est en cours et la progression actuellement est véritablement en marche. Voilà, je m'arrête là et je passe la parole à M. Partica de Primobox. Qui nous présente des retours d'expérience. On a beaucoup centré en fait ces présentations sur des retours d'expérience parce que c'est du concret, du pratique, avec beaucoup de constats. Et je lui passe la parole. Bonjour à toutes et à tous.
Donc, effectivement, Primobox, aujourd'hui, nous sommes éditeurs d'une plateforme de dématérialisation, délivrée en mode SaaS, donc en full web, effectivement, pour l'ensemble de nos clients. Et notre particularité est de se positionner sur l'ensemble des process métiers de l'entreprise. Notre culture et notre ADN est effectivement autour de l'utopie du zéro papier, c'est-à-dire que nous sommes des convaincus que le papier a encore un présent et un avenir, et qu'il convient effectivement d'aborder la dématérialisation comme un moyen d'optimiser un processus métier, et non pas comme la mort du papier, de raisonner du jour au lendemain du tout électronique. Donc le thème de cette conférence, effectivement, est parfaitement adapté à notre approche et aux solutions que nous délivrons pour chacun de nos clients, puisqu'il s'agit, dans chacun des cas, d'avoir une approche globale qui prenne en compte à la fois le papier existant, le papier à imprimer, et aussi des flux électroniques entrants ou sortants. Donc nous avons effectivement retenu, pour illustrer ces exemples, 3 cas clients qui mettent en avant justement 3 process différents. Le premier consiste à traiter les factures fournisseurs pour la caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, donc une situation effectivement 100% papier, flux entrant. Le deuxième cas que nous avons décidé de partager avec vous est la société GLS, un transporteur pour lequel effectivement nous traitons les factures clients. Et le troisième cas, la société Financo, du groupe Crédit Mutuel Arkea, pour lequel nous apportons une solution à leur problématique de gestion des dossiers de financement avec la contractualisation du dossier de prêt, mais également la collecte des pièces justificatives. Donc le premier cas sur lequel nous allons focuser, la caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Donc, comme l'essentiel des entreprises, leur cahier des charges et leurs objectifs pour mettre en place cette solution étaient, de prime abord, d'automatiser la saisie de l'ensemble des factures fournisseurs qu'ils recevaient, sur un volume de 20 à 25 000 factures par an, qui suivaient jusqu'à présent un process assez traditionnel de réception papier, d'ouverture du courrier, de saisie manuelle dans le système d'information. Et ils souhaitaient donc en premier lieu automatiser cette saisie-là, donc par un process de LADRAD, mais également de pouvoir réfléchir d'une manière plus globale sur la prise en charge de flux électroniques qu'ils pouvaient recevoir de certains fournisseurs par mail, de simples PDF, certains de leurs fournisseurs qui commençaient à les challenger sur la mise en place de liaisons EDI. Donc leur deuxième attente était vraiment d'avoir une solution globale évolutive qui permette de prendre en compte l'ensemble de leurs factures fournisseurs qui déjà aujourd'hui et a fortiori demain avaient plusieurs formats d'existence, un support papier et un support électronique. La solution qu'on a pu leur délivrer, en premier lieu, permet de traiter les factures papier, donc, qui représentent encore aujourd'hui 95% du volume. Donc, ces factures papier sont reçues sur site de manière traditionnelle, sont numérisées par le service comptable et subissent un premier niveau d'automatisation de l'ADRA, donc de lecture automatique de documents, de reconnaissance automatique de documents, qui permet d'extraire l'ensemble des informations nécessaires à la saisie ensuite dans le système d'information, avec la mise en place de contrôles, de règles métiers, des interfaces avec le référentiel fournisseur, et la possibilité d'avoir un vidéocodage, un enrichissement métier également en fonction des cas des factures, de la qualité des factures, en vue d'obtenir des images de factures, des fichiers de données qui sont ensuite envoyés dans le système d'information. Dans ce cadre-là de ces flux papier, aujourd'hui majoritaires, on a en parallèle, à ce jour, une conservation papier de ces factures, puisqu'en l'état du Code général des impôts encore aujourd'hui, la facture reçue papier est encore effectivement considérée comme l'original, même si effectivement il y a des directives européennes qui sont en voie d'être transposées, on est en train de décrets d'application qui permettent de s'affranchir de cet archivage papier pour ces factures qui pourraient être numérisées. À ce jour en tout cas, on a une conservation dans ce cas-là de ces factures papier, mais effectivement une chaîne entièrement saisie pour les factures papier. Le deuxième pan qui est essentiel justement, et pour ne pas se contenter de cette première solution qui gère l'essentiel des flux aujourd'hui, mais pour laquelle on a une tendance à l'électronique avec les fournisseurs, et des gains de productivité sous-jacents assez importants, et de pouvoir prendre en compte différents canaux en entrée. Donc là, le point essentiel auquel on a été confronté, c'est que la Caisse d'épargne avait des gros fournisseurs pour lesquels elle souhaitait mettre en place des liaisons EDI
à des fins analytiques, afin d'avoir plus de données effectivement exploitables, d'analyse en termes de contrôle de gestion, mais pour certains fournisseurs qui envoyaient déjà aujourd'hui des factures PDF en pièce jointe de mail, ou des tout petits fournisseurs pour lesquels il y a 1 ou 2 factures dans l'année, par exemple le boulanger qui va délivrer les croissants pour un petit déjeuner local, lui ne sera pas réceptif à une liaison EDI d'évidence. Donc l'enjeu était de pouvoir délivrer une solution qui permette de répondre dans le temps à l'ensemble de ces fournisseurs. Et donc on a pu mettre en place 3 canaux, le canal mail, le canal web et le canal EDI. Dans le cadre de canal mail et web, on a effectivement la possibilité dans l'essentiel des cas de recevoir des fichiers déjà PDF qui vont passer dans un processus de LADRAD pour extraire les données, puisque l'objectif ultime reste d'automatiser la saisie dans le système d'information. Et on peut avoir également, à la fois dans un canal web, mais aussi dans une liaison EDI, non plus des fichiers PDF intelligibles par l'œil humain, mais des fichiers de données qui vont être beaucoup plus riches et pour lesquels on va mettre en place un mapping, effectivement, de sorte à le transcrire et là aussi automatiser la saisie dans le système d'information. On a la possibilité, dans certains cas, d'ajouter la signature électronique ici, avec un jeu de mandat de facturation par la caisse d'épargne. Puisque, effectivement, aujourd'hui, suivant l'article 289.5 du Code général des impôts, les fichiers électroniques ici sont recevables s'ils sont signés électroniquement, ce qui est rarement le cas par certains fournisseurs aujourd'hui qui envoient de manière artisanale et non conforme aux règles de l'art et aux prescriptions fiscales des fichiers qui ne soient pas PDF et qui peuvent envoyer en parallèle des factures papier qui sont considérées comme originales fiscalement. Là, l'enjeu, effectivement, toujours pour la caisse d'épargne, d'avoir un flux global et de recevoir des fichiers électroniques, mais de ne pas avoir à réimprimer ces fichiers PDF, de sorte à pouvoir l'opposer en cas de contrôle fiscal à l'inspecteur du fisc. Donc on ajoute dans ces cas-là, sans avoir à imposer cette signature électronique au niveau du fournisseur, on la pose pour le compte de la caisse d'épargne, ce qui permet d'avoir une garantie d'intégrité et une date certaine de cette facture, qui sera effectivement opposable en cas de contrôle fiscal, et donc d'avoir un flux 100% électronique. Dans le même schéma que les flux papier, on a des images des factures, on a des fichiers de données, l'ensemble rentre dans le système d'information, du coup de manière totalement différente en fonction du canal d'entrée, que la facture ait été papier, mail, EDI, masque de saisie dans une interface web, c'est totalement transparent dans toute la chaîne, et le résultat est le même avec une intégration 100% automatisée dans la compta. Dans le cadre de ces factures électroniques, on assure l'archivage à valeur probatoire conforme norme Z42013 avec notre partenaire qui est la Caisse des dépôts pour effectivement avoir la garantie d'intégrité sur l'ensemble de ces factures-là et de ne pas avoir de contestation. L'ensemble de ces cas-là, on est 100% sans papier. L'original fiscal est bien la version électronique et ça s'insère dans une logique globale de facture papier et de facture électronique. Le deuxième cas qui est l'opposé, le traitement des factures clients. Donc les factures fournisseurs, situation existante, flux reçus, entrant, essentiellement papier, mise en place effectivement d'une plateforme évolutive vers l'électronique. Dans ce cadre-là, notre client GLS Transporteur envoyait historiquement de manière traditionnelle ces factures à l'ensemble de ses clients, les envoyer même parfois en 2 ou 3 exemplaires pour des habitudes commerciales, pour faciliter la circulation de ces factures en interne et donc d'être payé plus rapidement, que la facture soit traitée chez son client. Et donc nous a sollicité pour, d'une part, lui apporter une solution d'externalisation de l'envoi de ces factures. Il avait un prestataire éditique pour lequel effectivement il n'était pas satisfait. Donc il nous a sollicité pour lui délivrer une solution qui permette, de remplacer à très court terme son prestataire éditique, mais donc d'avoir vraiment une logique d'envoi du jour au lendemain, papier sans changer les habitudes de ses clients. 2, d'introduire une solution d'archivage électronique pour compte propre, puisque préalablement il avait une impression en double exemplaire pour compte propre et une conservation en classeur, en archive chez lui pour consulter ses factures et les opposer là aussi aux inspecteurs du fisc en cas de contrôle fiscal. Et 3, d'avoir une solution évolutive qui puisse effectivement répondre aux attentes de certains de ses clients là aussi qui pouvaient être demandeurs d'EDI,
mais aussi d'introduire progressivement la mise en place d'un portail web pour mettre à disposition des documents annexes, des justificatifs de facturation, passer à une facture regroupée et de pouvoir imposer progressivement cette facturation électronique conforme aux règles fiscales à ses clients. Mais vraiment, ce cahier des charges qui était très important, à court terme, il ne s'agissait pas de révolutionner et d'introduire une dématérialisation fiscale sur l'ensemble des portefeuilles clients, mais au contraire, effectivement, d'avoir une solution papier, du jour au lendemain, efficace, qui ne change pas les habitudes, mais une solution évolutive. En termes de process, c'est très simple. Il s'agit de mettre une liaison avec son système d'information. On récupère quotidiennement l'ensemble de ces données de facturation. On applique des contrôles de fond et de forme. On fait l'assemblage des factures pour avoir un fond, par exemple, soit un fond blanc, soit un fond PDF couleur avec un tramé logo, pour s'adapter ensuite aux prestataires éditiques aussi d'envoyer un flux de données. Mais on concentre l'ensemble du flux, ça c'est très important. On archive des réceptions, l'ensemble de ces factures, caisse des dépôts, ce qui permet d'avoir un archivage électronique conforme à l'instruction fiscale de janvier 2007 qui garantit notre client que ces factures sont même des originales électroniques, même si effectivement ces factures sont envoyées papier à ses clients. Donc de s'affranchir du jour au lendemain d'un double archivage papier et le pendant essentiel, la remise de la facture au client. Donc la remise de la facture au client, comme je vous le disais, il y a trois canaux là aussi. Soit la facture originale est envoyée par voie postale, donc avec un process de réimpression, de mise sous pli, d'affranchissement un peu plus classique avec nos partenaires éditiques. Le client reçoit, comme il l'a recevé hier, sa facture par la poste. Le deuxième, effectivement, canal, la démat fiscale au sens PDF signé avec un portail web. Donc là, on est en conformité à l'article 289.5 du Code général des impôts. Chaque client peut consulter effectivement ces factures, qui sont des factures originales, signées électroniquement, peut consulter dans ce portail web des documents annexes commerciaux, des justificatifs, des bons de commande, tout type de documents qui pourraient être mis à disposition, parfois envoyés de manière assez artisanale et manuelle par mail pour arranger, des fichiers de données, on voit de plus en plus pour arranger un service compta du client, on envoie des fichiers CSV, des fichiers Excel et c'est assez manuel. Aujourd'hui, le portail web permet de mettre à disposition de l'ensemble de ses clients ces documents annexes au-delà de la facture. Et le troisième canal, bien entendu, le canal EDI, qui permet de répondre aux demandes de certains des clients qui veulent là aussi une liaison EDI pour avoir plus de données, plus d'automatisation chez eux, plus d'informations analytiques, qui veulent avoir une liaison EDI, donc là plutôt en conformité au 289 bis, mais toujours pour notre client une solution globale, évolutive, qui prenne en compte les attentes de ces différents clients, que ce soit du papier, que ce soit de l'électronique, et sans avoir à imposer, sans avoir à gérer des flux parallèles, mais d'avoir une solution globale qui lui permette d'optimiser son process à lui, sans se soucier des attentes de ses clients, et de gérer des flux parallèles. Le troisième point, je ne sais pas si au niveau du timing, parfait, je vais aller vite. Le troisième, alors un secteur tout autre et un sujet assez innovant dans le thème de la dématérialisation des contrats, de la contractualisation électronique et dans le secteur bancaire. Donc notre client, la société Financo, filiale du Crédit Mutuel Arkea, société de financement en mode locatif. Donc c'est pas du crédit à la consommation, on est sur du location de type LLD, LOA, en B2C, qui avait un canal historique de distributeurs très traditionnel, physique, avec point de vente, par exemple des vendeurs de véhicules, des vendeurs de biens de consommation divers et variés, et qui géraient une relation commerciale avec leurs clients finaux, en face à face, qui collectaient, qui faisaient signer les offres de prêt, qui collectaient les documents papier, suivant les procédures édictées par l'organisme de financement, et qui envoyaient par voie postale, par navette, les documents à l'organisme de financement, en vue d'assurer le contrôle de l'ensemble de la chaîne. Le contexte était double, puisqu'il s'agissait d'une part d'optimiser ces process papier côté organisme de financement qui recevaient chaque jour des dizaines, des centaines de documents papier qu'ils devaient contrôler à la main et numériser de manière assez artisanale. Donc il y avait un coût process, un coût administratif de traitement de ces documents papier. Et d'autre part, une volonté également de se positionner auprès de distributeurs de type e-commerçant en VAD, donc qui du coup n'étaient plus face à face à des clients finaux. Et donc on avait une double problématique à résoudre. D'une part, la signature électronique du contrat de financement,
Et d'autre part, la collecte des pièces justificatives qui, par définition, sont papier, sont matériels. Le justificatif d'identité, par exemple, on n'a pas encore la carte d'identité électronique. Donc tout à chacun, on a notre carte d'identité ou notre passeport qui est bien matériel, qu'il s'agit effectivement de capturer, de numériser, et avec des matériels de type smartphone, de type tablette ou de petits scanners, puisqu'on est orienté chez le consommateur final, chez vous, chez moi, devant mon ordinateur, je suis sur un site web et on me demande d'uploader mes pièces justificatives. Donc vraiment là aussi une problématique de prise en compte du flux papier et du flux électronique. Je vais aller très rapidement. Donc les deux solutions qu'on a pu déployer, contractualisation en ligne ou contractualisation face à face. Donc on se lie où on déploie des portails web pour les distributeurs en fonction de leur équipement. Quand on est en contractualisation électronique, on a de la création du contrat, les interfaces de signature, et tout comme effectivement vous pouvez aujourd'hui confirmer un virement avec votre banque, avec des challenges SMS par exemple. Aujourd'hui on est sur des process de signature électronique du même acabit, qui sont reconnus juridiquement, qui nous permettent de sceller le document, et avec un envoi de SMS au consommateur, au co-contractant, à l'emprunteur, qui permet de signer électroniquement le contrat. Donc là, on est bien sur une non-matérialisation du contrat électronique et du contrat de prêt, donc une portée juridique très importante. Et bien sûr, l'import des justificatifs, comme je vous le disais, par différents canaux, par différentes possibilités, qui sont des justificatifs pour l'essentiel papier. Le même parallèle en vente distributeur avec à la différence près que pour la signature, effectivement, on peut déployer des solutions avec sur tablette, par exemple, qui permettent d'avoir une image, une signature manuscrite par l'emprunteur et non plus un process 100% électronique avec ressaisie, par exemple, de challenge SMS. Et là aussi, on va pouvoir mettre en place des outils de numérisation en face à face chez le distributeur, qui lui aussi peut pouvoir contrôler et fournir des documents. Parfait, j'essaye. Donc voilà, on voulait partager ces trois expériences. Je vais passer la parole à mon confrère de Numen. Merci Ludovic, c'était très, très clair, très vivant. Du coup, je vais modifier un peu la mienne pour prendre en compte ce qui a été fait. Donc, il y a une présentation institutionnelle de l'entreprise, mais comme elle sera mise en ligne, je ne vais pas trop la développer. Juste vous rappeler qu'on est un groupe privé français. On fait 73 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a un petit peu plus de 1000 collaborateurs. Si on devait se résumer, en fait, on est un prestataire de services en externalisation. Premier niveau pour le traitement documentaire, recevoir un flux, adresser un flux, faire circuler un flux. Et puis de plus en plus maintenant, notamment avec la création de notre dernière division Numen Business Services, la prise en charge de processus métiers pour le compte de nos clients. Voilà, donc ça rejoint l'idée d'être capable de composer un document papier ou électronique, la capacité à le numériser, à le conserver à valeur probatoire dans la durée et à prendre en charge des traitements métiers pour les clients. Quelques implantations, y compris en Europe, puisque nos clients nous demandent de les accompagner là-dessus. La dématérialisation, c'est bien, mais du coup, ça donne des ailes pour traverser les frontières. Donc, autant choisir quelqu'un qui a cette capacité à dépasser les frontières avec vous. Nous, on a essayé, d'un point de vue de la plateforme, parce qu'on reste des industriels, en fait, hein, on a essayé de regarder quels étaient l'outil de production à mettre en place. Et on a décrit ça sous forme d'un hub, en fait. La capacité à recevoir sur la gauche des flux de nature différente. En effet, que ce soit une facture électronique en haut ou papier en bas. Être capable de l'acquitter quand les gens externalisent, ils ont besoin d'être assurés. Est-ce que le prestataire a bien reçu les flux? Où est-ce qu'on en est de la production? Est-ce qu'on peut valider ce qui est en cours de traitement chez lui? Et puis sur votre droite, la capacité en fait à faire les flux sortants en multicanal. Là aussi, en papier, en électronique et en immatériel certifié, si c'est de la facture dématérialisée au sens fiscal, ou du bulletin de paie ou du contrat. Alors j'ai essayé ensuite de prendre des exemples, y compris tournés vers le sujet de la conférence d'aujourd'hui, qui est le traitement hybride.
Alors, c'est lui qui est censé nous embêter, mais c'est moi qui vais l'embêter un petit peu, Pierre. Vous avez beaucoup parlé de gestion parallèle. Nous, on n'est pas pour traiter de façon parallèle le papier et l'électronique. On est plutôt pour regarder comment on peut les faire converger, parce que de mémoire, je ne suis pas très doué en maths, mais parallèle, c'est vraiment que ça reste sur deux chemins qui ne vont jamais se croiser. Donc on a deux façons de faire ça. On en a une première d'abord qui est liée à notre ADN aussi, qui est de prendre en charge la conformité de nos clients en fait. Nos clients ont des engagements réglementaires, professionnels, juridiques, fiscaux, on a dit tout à l'heure, ou sociaux. Et donc une des premières façons de prendre en charge ça, c'est de leur garantir qu'on peut traiter le cycle complet de la vie du document. Alors on va prendre l'exemple d'une agence d'intérim. Dans son activité, il faut simplement mettre au point un contrat de travail avec les intérimaires. Donc celui-là, il peut exister au format électronique si l'intérimaire est d'accord pour le signer en électronique. Il peut exister aussi en mode papier. Il peut exister en face à face dans une agence d'intérim. Et il peut exister via la poste quand on doit lui adresser à son domicile. Donc là, la première idée, c'est dans la recherche de l'optimisation de son processus, en fait, c'est de dire aujourd'hui, quand vous avez 250 agences sur le territoire et que vous devez produire des contrats, ça veut dire que tous les soirs, vous avez du personnel qui est derrière une machine imprimée, faire de la mise sous pli, courir à la poste pour envoyer 30, 40, 50 contrats au niveau de chaque agence. À la fin de l'année, ça fait quelques millions de contrats au niveau d'un groupe comme Synergie. Et donc là, l'idée, c'est de leur dire, commençons déjà par capturer le flux d'impression que vous aviez en agence. Vous aviez là ce qu'on pouvait appeler avant un spool d'impression. Eh bien, on va le prendre de l'agence sans que vous ayez à rien changer dans votre application métier. Et puis, ce flux, on va le capturer. On va faire éventuellement un peu d'ingénierie documentaire parce qu'il est vrai qu'un flux papier ne vit pas de la même façon qu'un flux électronique. Ludovic parlait tout à l'heure du fait de rajouter des éléments. Il y a beaucoup de documents de gestion en éditique où c'est en fait de l'impression noire sur un papier préimprimé. Donc si vous voulez produire un document électronique, il faut au moins rajouter un fond de page. Donc on voit bien que là il y a un petit enjeu qui est capable de faire vivre, non pas parallèlement, mais à partir d'un même flux, un document pour qu'il puisse exister, s'assumer et dans le monde électronique et dans le monde physique. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. On acquitte le flux qu'on reçoit, on renvoie l'information à l'agence pour qu'elle soit rassurée, et puis on fait notre job d'ingénierie documentaire. Quand j'ai un flux qui est parti, c'est comme un peu le DI tout à l'heure dont Ludovic a parlé, c'est bien, mais c'est pas très concret pour un chef d'agence ou son collaborateur ou un fondé de pouvoir dans une banque. Donc du coup, nous, on transforme ça en document. Je dirais qu'un des éléments communs entre le monde électronique et le monde physique, ça reste l'idée du document. Tout le monde est déjà en train de dire on va travailler au niveau de l'information, oui, c'est possible. Mais en attendant, quand vous avez un client, quand vous avez un intérimaire, quand vous avez un fournisseur, ce que vous interprétez avec lui, le support de votre échange, c'est un document. Qu'il soit lui en électronique ou en papier, c'est un document. Donc on met ce document en ligne de sorte à ce que les agences puissent le voir, puissent être sûrs qu'il soit parti. On l'imprime pour ceux qui doivent être imprimés. On l'envoie de façon électronique pour ceux qui acceptent la dématérialisation. Et puis on a été coquin, on a mis à l'intérieur de l'enveloppe qui était partie chez l'intérimaire, on a mis une enveloppe retour. Voilà. Et on fait la même chose avec une solution qui est full électronique qui s'appelle Numen Exchange. On a une espèce d'enveloppé électronique. Donc quand vous recevez quelque chose de chez nous, vous avez de quoi répondre. On dit souvent en rigolant chez nous, on lutte contre la dématérialisation cynique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a beaucoup de sujets de dématérialisation. Vous recevez des choses d'un monsieur qui s'appelle No Reply. Et en plus de... Voilà, il n'est pas très avenant quand même. Et en plus, si vous voulez accepter, contester, payer, vous ne pouvez pas le faire, parce qu'il vous dit surtout que ce n'est pas par ce canal-là que vous devez lui répondre. Donc nous, on trouve ça pas joli. Et on se dit, peut-être il faut offrir à la personne à qui on écrit, que ce soit en électronique ou en papier, le moyen de répondre. Donc on lui glisse une petite enveloppée électronique ou papier. Et là, on est coquin, comme on est prestataire de service, on lui met notre adresse. Et comme ça, en fait, c'est à nous qui répond. Et donc, si ça arrive papier, on le numérise. Et puis, si ça arrive électronique, on l'injecte directement dans une salle des coffres. Alors, quand ça arrive papier, qu'on le numérise, et qu'on est sur des enjeux de contrat de travail, par exemple, et qu'on est sur les enjeux de conformité dont on parlait tout à l'heure, l'intérêt d'un prestataire, c'est qu'il va aussi prendre en charge des vérifications, des levées de doute.
Est-ce que les documents sont bien signés? Si c'est une offre de presse, que la loi Scrivener est respectée? Est-ce que les pages sont paraphées, hein? Donc là, il y a une prestation qui peut être faite et qui va permettre de dire au client, ne vous inquiétez pas, les premières vérifications par rapport à ce qui est porté dans le document ont été faites. Puis une fois que c'est fait, on va pouvoir le mettre dans un coffre-fort électronique, parce que là, c'est quand même la copie fidèle et durable du contrat de travail qu'on a reçu papier, ou l'exemplaire original signé électroniquement de l'intérimaire. Et puis on va mettre à jour dans l'application métier du client le fait que le contrat il était bien parti, mais il est aussi bien revenu. Et voilà. Et donc en fait, en gérant ce cycle complet de vie du document, on peut garantir au client un enjeu de conformité pour lui qui est d'être capable de démontrer aux organismes de tutelle que les contrats de travail intérimaires sont bien partis dans les 48 heures. Donc il faut être capable d'apporter la preuve de ça. Et puis deuxièmement, vis-à-vis du client, c'est-à-dire de l'employeur de l'intérimaire, être capable de démontrer qu'on est bien en possession d'un contrat de travail. Voilà. Comment? Parfait. Dans l'idée d'unifier ces flux aussi, c'est pareil. On a eu le bonheur, et là c'était une très grande joie pour Numen. Il y a quelques années, on a été sollicité par une filiale d'Allianz qui fait de l'assurance crédit et qui avait une réflexion sur le fait de faire de la démat. Donc ils avaient un projet qui était pourquoi on ne réfléchirait pas à une espèce de bannette électronique, c'était comme ça que c'était décrit à l'époque, pour envoyer des documents qui sont envoyés papier aujourd'hui, on les enverrait au format électronique. Quels sont aussi les services qu'on pourrait apporter à nos intermédiaires, un courtier, un agent en assurance. Voilà, donc en fait on était parti sur l'idée d'ouvrir une belle salle des coffres Allianz, pluguée derrière le portail du client, parce que les gens n'aiment pas avoir deux clés pour rentrer chez eux, ils préfèrent en avoir qu'une seule. Et donc du coup on avait réfléchi à ça, puis ça s'est bien passé. Il y avait presque un projet qui était, la dématérialisation était vue en parallèle au projet éditique. Et donc du coup, voilà, les gens avaient dit c'est super, on prendra des documents électroniques et on les versera directement dans le coffre individuel de nos contreparties. Puis nous, on a levé le doigt parce qu'on a une petite histoire depuis 45 ans qu'on est dans le monde du document. Et on a dit mais c'est dommage quand même parce qu'en fin de compte, les documents, ils existent déjà chez vous. Le vrai enjeu, la vraie difficulté, ça serait plutôt de prendre en charge les courriers batch qui partent de chez vous, classiques, les factures, les contrats, et puis ce que nous on appelle le courrier égrené, le courrier bureautique, qui sont les sinistres, les réclamations. Et puis en fait, vous pourriez nous les confier, vous pourriez nous confier ces deux flux sans rien changer dans votre SI. On aime bien les choses sans couture, nous. Hein, parce que dès que vous avez un projet de dématérialisation et que vous devez prendre un ticket avec la DSI pour regarder comment ça peut se mettre en place, souvent ça met un peu de temps. Alors que nous, on vous dit, écoutez, non, il y a de la démat à faire pour améliorer la relation client, pour optimiser votre processus métier. Et il faut essayer d'aller le moins solliciter possible votre DSI. Donc on leur a dit, nous on prend en charge. On récupère vos deux flux, le bureautique et le badge. On met en place notre aiguillage. Ce qui reste papier part dans nos usines. Hein, on dépose jusqu'à 1 million de plis par jour à la poste. Et puis ce qui est accepté en électronique, on vient le déposer dans les coffres. Et puis, comme c'est un peu nouveau, on notifie aux gens. Et puis, comme on cherche à apporter du service, on va organiser un plan de classement, une façon de présenter, de trier les courriers de façon astucieuse pour les courtiers et les agents. Donc, voilà comment, en fin de compte, en partant d'un seul flux, qui était le flux papier, on réussit avec un aiguillage à traiter le flux et électronique et papier. Voilà, ça serait une autre façon, ça c'était pour aider Pierre à faire sa bascule sur l'archivage, de dire en fin de compte que si on voulait refaire une représentation de ça, on pourrait dire il y a les applications métiers. Alors chez Numen, on sait aussi les prendre en charge chez nous. En ce moment, par exemple, on fait de très belles choses dans le monde des ATD pour le monde des banques ou dans le cadre de la gestion de sinistres pour les assurances. Donc on sait prendre des applications métiers et les exploiter pour le compte de nos clients dans nos ateliers. Mais à côté de ça, si on prend les documents, on voit qu'il y a la gestion des flux de données, pour recevoir de l'EDI, pour extraire de l'information, de la donnée d'un document papier ou électronique. Il y a la numérisation fidèle, parce que ça fait partie des flux qui arrivent quand on prend le courrier. Il y a la composition de documents.
Et qu'est-ce qui vient unifier tout ça? Et ça peut être une bonne façon d'ailleurs de réfléchir à la dématérialisation. Comment on peut déjà commencer à tirer le fil? C'est de réfléchir en quoi, en fin de compte, l'archivage va venir à la fois unifier ces différents flux qui viennent de différentes applications, peut-être issus du papier qu'on numérise, peut-être issus d'un flux immatériel natif, et comment, à l'intérieur de ça, on va pouvoir mettre en place des systèmes à valeur probatoire pour que, si c'est un original électronique, sa qualité soit préservée. Et puis, si c'est un projet de jet, de partage, de circulation, de regarder comment il est le socle de cette circulation et de cette gestion complète du cycle de vie du document. On me marche sur le pied, il faut que j'arrête. Merci en tout cas. On va essayer de répondre à vos questions. Merci Jérôme. Alors, juste une séquence de 5 à 7 minutes de questions. Je voulais vous poser la question, déjà une première question, de est-ce que les personnes qui ont mis en place le zéro papier de leur entreprise peuvent lever le bras? Déjà, petite enquête. Bon, pas de levée de bras, donc a priori, il y a encore un petit peu de travail à faire. Deuxième élément, deuxième question, c'est que les personnes qui ont mis en place dans leur entreprise des contrats électroniques, donc du tout électronique en face à face, avec leurs clients, soit en B2B, soit en B2C, lèvent la main aussi. Voilà, on est vraiment sur des tendances aujourd'hui et il y a encore un peu de chemin à faire, parallèle ou aiguillage. J'ai bien aimé effectivement le terme d'aiguillage. Alors, encore une autre question, parce que la question effectivement des documents papier, des documents électroniques, c'est aussi des analyses et quand on fait du documentaire, des gestions de risques. Est-ce qu'il y a des personnes ou des entreprises qui ont à chaque analyse de dématérialisation, on fait leur analyse de risque? Ça se fait couramment, mais pas toujours. Bon, la question du risque est quand même au cœur, donc ça, moi, je voulais aussi faire montre de ça. Oui? Ah, vous avez fait l'analyse de risque. Hein. Merci. Une. Voilà. Dernier élément, là, il y a souvent une question qui m'est adressée, qui est est-ce qu'on a besoin du papier original pour faire preuve en justice? Donc déjà, en fait, le caractère soit probatoire, soit probant, soit légal d'un document, il se fait document par document. Il n'y a pas de cas général pour ça en fin de compte. Hein. Et là, justement, il y a l'analyse du risque management. Peut-être que sur un prêt immobilier de 30 ans, je ne prends pas le même risque que sur une commande de vente à distance à 17,90 €. En revanche, vous l'avez dit, Pierre, fort justement tout à l'heure, on a le bonheur d'être dans un espace juridique européen. Et nous qui avons la joie d'être présents en Belgique, en Angleterre, au Luxembourg et en Hollande, je voulais vous dire que chez nos voisins, ça pulse. Par exemple, en Belgique, quand vous vous déclarez à l'administration fiscale et que vous produisez une copie fidèle de la facture fournisseur que vous recevez papier, eh bien, vous avez le droit de détruire l'original papier. Par exemple, au Luxembourg, il y a ce qu'on appelle les PSF, les prestataires de services financiers, qui ont le droit de produire de la copie fidèle et qui bientôt, dès que le décret va passer, vont avoir le droit de détruire les originaux papiers. Donc je crois que là, il y a une grande tendance qui se dessine quand même. La copie fidèle et durable, la copie conforme sont toujours des choses qui ont existé. À défaut de pouvoir montrer l'original papier, eh bien, elles sont utilisées, elles ont des jurisprudences qui leur sont favorables. Voilà, donc ça mérite de prendre un cabinet comme CERDA pour faire, j'allais dire, la cartographie des stocks et des flux de documents et bien regarder les durées de rétention et la solidité juridique d'un document. Mais aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui se diffuse dans de bonnes conditions. Juste un complément, effectivement, dans cette cohabitation de l'électronique et du papier. Jérôme citait à juste titre ces documents papier, nativement papier, numérisés, et qu'est-ce qu'on fait du papier. Se passe aussi le cas
qu'il convient de traiter. J'ai un original électronique, je le réimprime parce que je veux le toucher, je veux l'avoir, ça me rassure quelque part d'avoir une version matérielle. C'est une réalité, on le voit dans les bulletins de paie par exemple aujourd'hui. Quand on dématérialise les bulletins de paie aux collaborateurs, on les signe, on les archive à la Caisse des dépôts pour 45 ans, on les dépose dans un coffre-fort électronique pour le collaborateur. Et on le voit, souvent les salariés qui acceptent cette démarche-là, premier réflexe quand ils reçoivent leur premier bulletin électronique, ils l'impriment souvent. Et c'est vrai que dans cette logique-là aussi, il y a le document hybride et comment m'assurer que la version papier, finalement, est bien fidèle à l'original électronique dans ce cadre-là. Et donc c'est vrai qu'on va se développer des subterfuges ou des documents, des flashcodes par exemple, des docs qu'on peut ajouter sur des documents électroniques pour avoir justement une fidélité entre une copie électronique, une copie papier pardon, d'un original électronique qui est l'opposé. Mais c'est vrai que ça confirme cette tendance à la coexistence, même à l'avenir, et que c'est toujours document par document. Là, je suis entièrement d'accord avec Jérôme. Des questions, des questions. Une question. Bon, ben... Oui, excuse-moi, je voulais une précision par rapport à la signature électronique d'un courrier retour que vous avez présenté. Vous pouvez garder, on n'a pas entendu. Oui, je voulais une précision sur la signature électronique d'un courrier retour. Je comprends pas le procédé du tout. C'était dans quelle application? C'était le premier schéma dans mes souvenirs, ou le deuxième que vous avez présenté. D'accord. Donc c'est là chez Numen? Oui, chez Numen. D'accord. Donc il y a deux choses. Soit nous adressons un flux de contrats papier à signer manuscritement, et à ce moment-là, la personne le met dans une enveloppe T papier et le renvoie, et nous numérisons ce contrat sous forme d'une copie fidèle, nous déposons dans un coffre. Mais nous ne rajoutons pas de signature parce qu'en fait, on n'a pas le mandat de la part de l'intérimaire pour signer à sa place. D'accord ? Soit le contrat lui est soumis au format électronique et là, il applique directement une signature électronique sur le contrat qui lui est soumis. Et là, on se retrouve devant un original signé électroniquement. Et il est directement placé dans un coffre-fort électronique pour que lui ait la trace de la production de sa signature sur ce contrat, qu'en plus on prenne en charge pour lui l'archivage. C'est un enjeu dont on n'a pas beaucoup parlé, mais si les particuliers aujourd'hui ont des hésitations, c'est parce qu'à peu de choses près, la démat qu'on leur propose, c'est viens récupérer le courrier chez moi, si un jour tu me quittes, je coupe tous tes codes d'accès. On a tous vécu ça avec les opérateurs téléphoniques quand on a changé, là. Oui. On n'arrivait plus à accéder à nos factures. Et si tu en as besoin, tu n'as qu'à les imprimer. Et si tu veux les garder pour toi, tu n'as qu'à t'occuper toi-même de ton archivage. Tout ça est fort sympathique quand même. Hein. Oui, parfaitement. Donc nous, on dit, ça, c'est pas tout à fait juste. C'est ce que nous, on appelle la dématérialisation non partagée. Et donc, en fait, dans le cas des contrats de travail à signer électroniquement, nous offrons un coffre-fort électronique individuel à l'intérimaire, de sorte à ce qu'en fait, et c'est l'émetteur qui paye, hein, c'est l'émetteur qui paye le fait que pendant 10 ans à valeur probatoire, le document est conservé dans un coffre. Et comme je vois que vous voulez parler de choses vulgaires comme l'argent, la production d'un original électronique, son acheminement de façon certifiée à la contrepartie, et sa conservation pendant 10 ans. J'ai bien dit des et. C'est la moitié du prix du timbre. C'est-à-dire que quand vous êtes un émetteur, vous pouvez rentrer dans une relation dématérialisée, certifiée, et offrir l'archivage à votre client, à votre fournisseur, à votre salarié. Et l'ensemble vous coûte la moitié du prix du timbre. Donc le ROI est assez facile à calculer. Et on est dans ce registre-là sur l'application dont vous me parliez. Merci bien. Bien. Merci à tous. Je crois que nous allons conclure cette séance. Nous devons libérer la salle en vous remerciant tous. Et je vous invite à
rejoindre en fait les différents stands pour continuer les questions-réponses de manière probablement plus individualisée. Donc n'hésitez pas, reprenez contact avec nous trois. On sera juste sur la sortie dès que possible. Merci beaucoup, au revoir et bonne journée.